Éric Payassa. Voilà, sans doute. Euh, sur quels critères se fera la sélection des essences potentielles, sachant que, a priori, la croissance et la survie seules ne semblent pas suffire, Alors, Éric? sur quels critères alors, les essences, elles sont déjà triées dans un premier temps via la liste d'essences dans le cadre du projet Espérance. Où là, par rapport à la bibliographie, ce qu'a exposé Brigitte tout à l'heure, il y avait les aspects qualité du bois qui pouvaient être évoqués et un certain nombre d'autres critères. Euh, Quand on est dans le cadre de l'expérimentation, les critères sont effectivement les critères mesurables. Et les critères mesurables, dans le cadre quand on met une expérimentation sur le terrain, et le premier critère, c'est la survie. Hein. Est-ce que les arbres restent vivants ou morts? Et puis et la croissance, ce sont les deux critères, enfin les plus essentiels, on va dire, dans un premier temps. Alors après, on peut avoir d'autres critères de forme qui peuvent intervenir, mais là, c'est on va dire dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. Dans l'exposé d'Alexis, on a vu, disons, des formes différentes de chaînes. Effectivement, sur ces critères-là, déjà, on peut des fois, si on se retrouve avec des provenances de géologie un petit peu bizarres, ça peut être un critère qui intervient rapidement. Mais c'est, on va dire, c'est des critères annexes. Voilà. Mais les vrais critères, les deux critères principaux restent la survie et la croissance. Une autre question pour vous, ou pour Brigitte peut-être, je sais pas. Est-ce que vous pouvez revenir, me demande-t-on, sur l'articulation des installations et de l'exploitation des résultats entre les différents types de dispositifs? Par exemple, est-ce qu'on lance les tests de comportement dès maintenant? Alors, alors, ce, il y a un écho. C'est bon, je t'entends. La difficulté, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des essences, comme l'a présenté Brigitte, à différents niveaux de connaissances. Donc, Mhm. on va pouvoir lancer à la fois pour un certain lot d'essences, disons, des tests d'élimination, et puis pour d'autres, on peut dès à présent lancer des tests de comportement, et puis pour d'autres, dès à présent commencer des tests, des îlots d'avenir. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais disons que l'idée, c'est-à-dire que certaines essences qui sont en test d'élimination, qui ont été mises en test d'élimination et qu'on ne connaît pas, il faut d'abord qu'elles passent l'aspect élimination et ensuite passer au stade de comportement par la suite. Mais pour aujourd'hui, avec les différents niveaux de connaissances qu'on a en fonction des essences, il y a du travail pour tout le monde. On peut déjà engager les trois niveaux de test sans aucun problème. Alors justement, puisque vous parlez d'engagement, une autre question qui va peut-être dans ce sens-là, est-ce qu'on peut imaginer que les dispositifs proposés puissent être déclinés pour que des propriétaires désireux de faire de l'expérimentation puissent le faire avec une certaine facilité, que ce soit un accès raisonnable pour eux, mais aussi avec une certaine robustesse, de façon à multiplier les résultats finalement sur différents terrains et en différentes zones françaises. Alors c'est bien l'objectif du réseau Espérance. Donc là on a beaucoup parlé du projet Espérance et là on rentre dans le réseau Espérance où là l'idée véritablement on verra tout à l'heure c'est que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit aussi bien les instituts de recherche comme les propriétaires privés. Donc là, voilà, tout le monde peut participer. Donc là, on va fournir, disons, des protocoles d'installation, des boîtes à outils. Bon, alors après, il y a tout l'aspect accès au matériel végétal. Donc là, en fonction des niveaux de test, bon, on va être obligé, on en parlera tout à l'heure, de planifier certaines productions de plants. Mais voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice et le propriétaire qui souhaite installer un îlot d'avenir sera aussi bien accueilli. Alors après, tout ça, ça rentrera effectivement probablement dans des projets régionaux, locaux, etc., dans les aspects financement et mise en place d'ici. Alors, puisqu'on parle de tests régionaux et locaux, justement, une question à laquelle vous aviez donné un début de réponse tout à l'heure, mais apparemment les gens ont envie que vous y reveniez. Pourquoi ne fait-on pas de tests de mélange sylvicole? Ah,
Alors ça, c'est la question qui va venir par la suite. Dans un premier temps, je pense qu'il est important, avant de mélanger les essences, c'est de comprendre déjà un peu comment elles fonctionnent individuellement. Et, et la question des mélanges est une question éminemment importante, puisque dans le cadre du changement climatique, il va vraiment falloir apporter aussi, passer par des peuplements plus mixtes, plus mélangés, de façon à éviter ces grands boisements monospécifiques. Ça, effectivement, c'est clair qu'il va falloir apporter. Mais je pense que ça viendra dans un deuxième temps. Dans le cadre du plan de relance, on aura des opportunités de commencer à tester un petit peu ces mélanges-là. Mais avant de mélanger des essences, je pense qu'il est avant tout important de bien connaître les éléments élémentaires de chaque mélange. Alors, à vous entendre, j'imagine que bon, ce webinaire était véritablement ouvert à tout le monde, même si c'est déjà bien ouvert, j'imagine que beaucoup de propriétaires forestiers s'intéressent à participer à ces essais. Comment s'organise la forêt privée justement pour que les dispositifs expérimentaux puissent avoir lieu? Et qui contacter, me dit-on, qui contacter si on a un terrain à proposer? Alors ça c'est l'exposé, c'est le dernier exposé que l'on va présenter. On va présenter un petit peu le fonctionnement du réseau Espérance qu'on a l'intention de mettre en place. Et bon, et là on ouvre un nouveau champ disons de travail, on va dire. Alors, donc je laisse cette question et on la prendra tout à l'heure. Une question, me dit-on, pour Yves peut-être. Je ne sais pas si Yves est encore avec nous ou pas loin. Au sujet de la migration assistée, que sait-on aujourd'hui des corrélations juvéniles adultes en matière de performance, de croissance? Est-ce qu'il existe une relation que l'on peut définir? Est-ce que Yves est encore avec nous? Il Oui, était avec nous tout à l'heure. Oui, oui. voilà. Vous avez Vous entendu la m'entendez? Oui. question. Oui, 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 j'ai entendu la question. Malheureusement, je n'aurai pas beaucoup d'éléments à vous apporter. Par contre, alors, il me semble que la question avait une question sur les provenances de chaînes. Donc peut-être qu'Alexis Oui. Ducousseau pourra apporter des éléments là-dessus. Et il y avait une question aussi, du coup, je vais botter en touche, hein, une question sur la résistance au stress, on va dire, et donc peut-être du coup que Oliver Brendel pourra peut-être apporter des éléments là-dessus. Et je sais que François Lefebvre, c'est toujours avec nous, a aussi des éléments, alors peut-être plus sur les espèces peut-être en méditerranéenne. Voilà. Merci d'avoir botté en touche. Est-ce que quelqu'un veut apporter un élément particulier? Alors justement sur cette corrélation juvénile-adulte en matière de performance, ça c'est une première chose. Alors, je peux donner l'information sur les chaînes, c'est qu'on Oui, ne l'a pas. Alexis. Pour le moment, on a des mesures de performance de 4 ans à 20 ans. Et donc, ça dépend des provenances. Il y a certaines provenances qui sont performantes dès l'âge de 4 ans et on les retrouve à 20 ans, et en particulier les grands crus. Après ça, pour les autres, les corrélations ne sont pas très très bonnes, sauf entre 10 et 20 ans où globalement les corrélations sont bonnes. Mais on ne va pas pour le moment, on n'a pas de données au-delà de 20 ans pour les différentes provenances de chênes. Et du coup, moi, je peux peut-être apporter quelque chose pour des plantes encore plus petites, parce que bon, la question, je pense, elle venait de l'exposé qu'on a fait sur des plantes en serre qui sont effectivement très très jeunes, qui sont 1, 2, 3, 4 ans. Bon, effectivement, après, quand on passe aux plantes adultes, il y a beaucoup de choses qui changent et ça prend, comme Alexis a dit, beaucoup de temps de vérifier ça. Donc, ça a été vérifié sur des arbres à croissance rapide, comme des peupliers, où on a aussi des clones, et donc on peut bien comparer quand on mesure certaines choses sur les clones en serre, et puis après en plantation jeune ou plus âgée extérieure. Et là, effectivement, pour certains traits de croissance ou cette efficience d'utilisation de l'eau dont je parlais, on trouve bien que le classement des différents génotypes est maintenu relativement bien entre les résultats en serre et les résultats en pépinière.
Donc ça, c'est spécifiquement pour différentes génotypes de peupliers, où ça fonctionne relativement bien. J'ai une autre question, merci pour cette réponse, Oliver. Et j'ai une autre question qui concerne les îlots. Donc peut-être pour Alexis. Quel était l'ordre de grandeur de ces îlots refuges? Alors, bon, expérimentalement, on n'a pas de données, mais on peut penser que c'était uniquement un seul arbre qui est arrivé et qui a fait un événement de fondation, parce qu'on trouve toujours un seul cytotype sur une région d'à peu près de 40 km de diamètre sur toute l'Europe. Mais bon, on n'a pas d'autres éléments là-dessus.